Vous êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Gao Château, la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Forum international de la diaspora s'est ouvert hier au Centre international de conférence de Bamako. Les enjeux et défis pour une diaspora au cœur du développement économique national, c'est le thème de la rencontre des 3 jours qui regroupe les Maliens vivant dans 77 pays à travers le monde. Les participants ont évoqué la contribution combien importante des Maliens de l'extérieur à l'économie de notre pays. La cérémonie était présidée par le Premier ministre, le chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga. Le Mali a le statut A en termes de défense des droits de l'homme selon l'Alliance mondiale des institutions de défense des droits de l'homme. C'est ce qu'a dit le président de la Commission nationale des droits de l'homme à l'issue d'une audience que leur a accordée le président du CNT. Professeur Al-Kadi Diarra était à la tête des nouveaux commissaires de sa structure. Mali-Maroc en quart de finale de la CAN féminine, c'est ce soir à partir de 19h temps universel. La rencontre s'annonce difficile, mais les Aigles dames sont motivés à relever le défi. Par ailleurs, démarrage demain du tournoi de montée en première division. La compétition se jouera à Bamako. Et la chronique du développement du jour nous parle aujourd'hui de la chute du dollar américain mi-janvier 2025. Une première depuis 52 ans, nous dirons Soumaïla Berté et les économistes. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé hier au CICB au nom du président de la transition l'ouverture des travaux de la première édition du Forum international de la diaspora. Les enjeux et défis pour une diaspora au cœur du développement économique national. C'est autour de ce thème que se tiendra la rencontre de 3 jours qui regroupe les Maliens vivant dans 77 pays. Ce rendez-vous s'annonce comme un moment fort de dialogue, d'initiatives et de propositions portées par les Maliens établis à l'extérieur. Les différents discours prononcés ont mis en lumière la contribution de nos compatriotes vivant à l'extérieur qui s'élève à 700 milliards de francs CFA en 2022. Pour le Premier ministre, chef du gouvernement, le Forum international de la diaspora qui se tient en présence des ministres des Burkinabés et Nigériens établis à l'extérieur s'inscrit dans le cadre opérationnel du plan d'action du gouvernement période 2025-2026. À noter que 6 millions de Maliens sont établis à l'extérieur. Reportage Mamari Kone et Aliou Touré. Avec des transferts formels de fonds estimés à 793 milliards de francs CFA en 2022, selon les données de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, les Maliens établis à l'extérieur apportent une contribution significative dans la construction nationale. Pour cette première édition du Forum international de la diaspora, plus de 500 participants sont venus de 77 pays d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs. Habib Silla, président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Une diaspora qui participe activement depuis plusieurs décennies à la vie économique, sociale et culturelle de notre pays. Cependant, il reste nécessaire de mieux canaliser ces efforts afin que les investissements soient davantage orientés vers des activités productives, généralistes d'emploi, durables et de croissance inclusive. L'Organisation internationale des migrations OIM est fière d'accompagner le Mali dans cette démarche. Pour sa directrice régionale, la diaspora constitue des forces de transformation. Sylvia Ekra, directrice régionale de l'OIM pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. En 2024, selon la Banque mondiale, les diasporas des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont transféré près de 35 milliards de dollars, dont 1,2 milliard à destination du seul Mali. Ce forum représente donc une opportunité cruciale pour réfléchir collectivement à des mécanismes permettant de transformer ce potentiel en levier durable de croissance inclusive. Les enjeux et défis pour une diaspora au cœur du développement économique national, c'est autour de ces thèmes que se déroulent les travaux des 3 jours d'échange. Moussa Ataher, ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Nous nourrissons de grandes attentes à l'égard de ce forum. Nous savons que nombre d'entre vous portent des projets d'investissement ambitieux.
souvent confrontés à des frais administratifs ou structurels. Notre volonté est claire. Lever ensemble les obstacles qui entravent vos initiatives et créer les conditions d'un partenariat solide, durable et mutuellement bénéfique entre l'État malien et sa diaspora. Le Premier ministre qui a présidé la cérémonie d'ouverture a transmis aux participants les salutations et les encouragements du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, parrain de l'activité et qui accorde une attention particulière à la diaspora malienne. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Sous son leadership éclairé, notre pays a retrouvé la confiance en lui-même, l'audace d'imaginer son propre chemin et la force d'unir ses filles et fils où qu'ils se trouvent. Qu'il me soit donc permis d'exprimer, au nom de cette auguste assemblée, notre profond respect et notre gratitude indéfectible à l'endroit du chef de l'État qui, par sa ferme volonté, a souhaité que ce forum international de la diaspora soit un moment d'unité, de communion et d'espérance partagée. Une diaspora dont le rôle stratégique est capital dans la construction d'un Mali nouveau fondé sur la souveraineté, la stabilité et le développement durable. Le Forum international de la diaspora est un cadre d'écoute et de dialogue constructif. C'est pourquoi il est porteur de promesses, celle d'un avenir à bâtir pour tous, selon le chef du gouvernement. Sa tenue s'inscrit pleinement et opportunément dans les grandes priorités de notre pays en matière de développement. Elle reflète notre engagement collectif à œuvrer pour un avenir meilleur, tel que défini dans nos documents de planification stratégique, notamment la vision Malikura Nyata Sirak Aben Samba Flani Bioroni Savama et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement 2024-2033. Le Forum international de la diaspora s'inscrit également dans le cadre opérationnel du plan d'action du gouvernement 2025-2026 en tant qu'action prioritaire favorisant la concertation, l'innovation et la participation citoyenne autour des enjeux du développement. Le programme du Forum s'articule autour de conférences, panels thématiques, ateliers et sessions de co-création. Après la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre a visité les stands des différents partenaires de cette première édition du Forum international de la diaspora. Le président du Conseil national de transition, Malick Diaw, a reçu en audience hier les nouveaux commissaires de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Avec les commissaires, il a été question de la situation des droits de l'homme dans notre pays et la présentation du rapport 2024 de la CNDH attendu au Conseil national de la transition sur la situation des droits de l'homme au Mali. Et à l'issue de cette audience, le président de la CNDH a tenu à préciser que le Mali a le statut A en termes de défense des droits de l'homme, selon l'Alliance mondiale des institutions de défense des droits de l'homme. Pour plus de détails, nous vous proposons d'écouter professeur Al-Kadri Diarra, président de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH. Il est au micro de Tamsir Diabaté et Aboubakar Traoré. J'avoue que ce fut une audience très fructueuse. Le président nous a rassurés de son accompagnement, de sa disponibilité et de celle de tous les autres honorables membres du CNT. Donc très prochainement, nous allons soumettre le rapport de la situation des droits de l'homme de 2024 qui va certainement faire l'objet d'un débat ici au Parlement. Nous partons très confiants, rassurés par les propos du président du CNT pour qu'enfin nous puissions tous comprendre que la protection des droits de l'homme est une responsabilité partagée car nul n'est à l'abri de la violation de ses droits. Aujourd'hui, notre pays est dans une situation exceptionnelle. Malgré cette situation exceptionnelle, le pays a le statut A, qui est le statut le plus haut élevé en termes de défense des droits de l'homme. Ça veut dire quoi? Les autorités maliennes veillent à la défense des droits de l'homme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Alliance mondiale des institutions de défense des droits de l'homme qu'on appelle GANRI, qui a donné au Mali un statut qui s'appelle le statut A, qu'on a obtenu en 2022. Ça veut dire que le Mali est un pays de défenseurs des droits de l'homme comme tous les autres pays que nous connaissons. Cela est un message très important. Il va être évalué l'année prochaine, 2026, Inch'Allah. Et nous espérons que tous les moyens, toutes les dispositions seront prises pour que ce statut soit renouvelé sans difficulté. Et je crois que les signes sont tout à fait favorables pour cela. Ouverture hier de la deuxième édition de la rencontre annuelle des services du Trésor sous le signe de la digitalisation dans l'exécution du projet de l'État, du budget de l'État. La rencontre est destinée
a échangé sur les orientations et instructions et de veiller à la bonne gestion des deniers publics au moment où notre pays fait face au défi de la relance des activités économiques. Cette deuxième édition se tient également dans un moment historique de la vie du Trésor public qui est l'aboutissement de la réforme des services du Trésor lancée en février 2022 par le département de l'économie et des finances. Détail, Mamadou Fane. Défi de la digitalisation dans l'exécution du budget de l'État, c'est le thème de cette deuxième édition de la rencontre annuelle des services du Trésor. Il s'agit par cette rencontre de créer un cadre d'échange entre les services du Trésor et les autres structures partenaires de la gestion publique sur les thématiques d'ordre stratégique et opérationnel pour plus d'efficacité dans la réalisation de la mission à eux confiée. Cette rencontre se tient dans un contexte de réforme des services du Trésor. Siaka Samake, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Le Trésor, c'est un grand réseau de comptables publics à travers le monde. Donc c'est une occasion pour les services du Trésor de se retrouver autour de leur métier, autour de l'actualité, mais surtout autour des objectifs qui nous sont fixés par les plus hautes autorités du pays. La rencontre annuelle des services du Trésor, c'est aussi une occasion que nous saisissons pour échanger avec les autres services qui interviennent dans la gestion des finances publiques. Comme vous le savez, la digitalisation des services publics est aujourd'hui une haute priorité des plus hautes autorités du pays. Durant 2 jours, les participants vont échanger sur plusieurs sujets relatifs au bon fonctionnement des services du Trésor, à leur efficacité dans la mobilisation et la gestion des recettes de l'État en mettant l'accent sur les établissements publics. Alouseni Sanou, ministre de l'Économie et des Finances. La direction générale du Trésor et de la comptabilité publique reste mobilisée pour la digitalisation accélérée des moyens de paiement au niveau des structures concernées. D'ores et déjà, des résultats encourageants ont été réalisés avec l'utilisation des codes marchands dans l'encaissement des recettes publiques. De juillet 2024 à mai 2025, certaines recettes ont enregistré une augmentation de 46% comparativement à la période de juillet 2023 à mai 2024. À l'issue de cette rencontre, des résolutions et recommandations pertinentes seront formulées afin d'atteindre les objectifs fixés par les autorités en matière de digitalisation des services publics, conformément à la réglementation en vigueur. AES, actualité. Oui, l'actualité de l'AES, direction le Niger d'abord. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Maman Lamine Zeine, a procédé hier à Niamey au lancement officiel de la rencontre des ministres en charge de la promotion et du genre des pays membres de la Confédération AES. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, des corps diplomatiques du gouverneur de Niamey et de plusieurs invités. Écoutons un extrait de l'intervention du Premier ministre au micro de nos confrères de la Voix du Sahel. Après Bamako en août 2024, les ministres en charge des questions de population, de la promotion de la femme et du genre de notre confédération vont plancher sur le thème Sahel en action, construire la souveraineté à travers l'opérationnalisation de la déclaration des ministres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel sur la promotion de la femme et du genre. Il faut rappeler qu'en août 2024, les ministres avaient adopté la déclaration de Bamako qui est désormais notre vision commune pour promouvoir l'épanouissement de la femme dans notre confédération. Nous renforçons ainsi la charpente institutionnelle de l'AES afin d'en faire un cadre endogène qui prenne en compte la participation effective de tous à la noble et exaltante mission de bâtir un espace de paix, de justice et de prospérité partagée. Ces initiatives sont fortement soutenues par nos 3 chefs d'État. C'est l'occasion d'adresser nos vives félicitations au président en exercice de la Confédération, le général d'armée Assimi Goïta, pour tous les efforts qu'il déploie dans la mise en place du dispositif institutionnel de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Le cadre de concertation que vous allez mettre en œuvre, mesdames les ministres, mettant en place au cours de votre rencontre de Niamey sera notre parable pour concevoir et coordonner nos stratégies pour rendre davantage visible, apprécier et promouvoir la femme sahélienne pour le rôle essentiel qu'elle joue dans la famille, dans la production de biens et services, dans le maintien de la paix et dans la valorisation du patrimoine culturel du Sahel. Nous comptons énormément sur vous. Au Burkina Faso à présent, la primature, le renforcement des capacités managériales est au cœur des priorités
Une cinquantaine de responsables participent depuis hier à une session de formation sur le leadership et la gestion du changement. Objectif, mieux outiller les cadres à accompagner les réformes dans un contexte de mutation institutionnelle. Le reportage de Hervé Kabouri. Ils sont issus des différentes structures de la primature réunis 3 jours durant à Ouagadougou pour renforcer leur leadership et affûter leurs compétences en gestion du changement. La formation mettra l'accent sur les méthodes concrètes de gestion des résistances et les outils de pilotage du changement, entre autres. Le formateur Bourema Traoré. Aujourd'hui, comme nous le constatons, les incertitudes sont de plus en plus des constantes. Donc le véritable pouvoir, ça ne réside plus dans la simple autorité, mais la capacité à anticiper, mobiliser et à engager surtout les parties prenantes vers des objectifs stratégiques. Donc la primature étant le cœur de la stratégie nationale de gouvernance, nous allons regarder ensemble durant ces 3 jours les leviers stratégiques du leadership et également la gestion outillée du changement et des résistances. Cette session aborde aussi bien les stratégies de motivation que les outils concrets pour piloter le changement dans l'administration. La directrice des ressources humaines de la primature, Mariam Nakanabo. L'intérêt de cette formation, ça part du constat que la principale ressource de toute organisation et partant de tout pays, c'est vraiment les hommes. C'est l'homme qui est à la base de tout, c'est lui qui peut mobiliser et donner de la valeur aux autres ressources. Donc nous espérons obtenir de cette formation un renforcement de capacité au profit de l'ensemble des responsables pour un meilleur portage des différentes missions. Une démarche saluée par le secrétaire général de la primature qui appelle à faire de chaque cadre un acteur de transformation au service de l'action gouvernementale. Quelques mots de l'actualité hors de l'espace AIS. Les Togolais étaient appelés aux urnes hier pour des élections municipales qui constituent un test pour le pouvoir visé depuis début juin par des manifestations rares et meurtrières. Ces élections se sont déroulées dans le calme malgré l'appel à manifester lancé par des bloqueurs et artistes. Ces derniers réclament un changement de pouvoir et dénoncent la récente réforme constitutionnelle ayant consolidé le pouvoir de Faure Gnassingbé à la tête du pays depuis 20 ans pour cette 3e élection municipale de l'histoire du Togo. 1527 conseillers municipaux doivent être élus parmi 500 listes des partis politiques dans les 117 communes du pays. Ils éliront à leur tour les maires. Au Nigeria, l'ex-vice-président Atiku Abubakar a officiellement quitté le Parti démocratique populaire PDP, dont il était le porte-parole lors de la présidentielle 2023. Il a aussitôt rejoint le Congrès démocratique africain CDA. Atiku Abubakar a justifié son départ par le fait que sa vision est contraire à celle du parti. Cette démission intervient avant les élections prévues dans le pays en 2027. Rappelons que le candidat malheureux de la présidentielle de 2003 avait obtenu 29% des voix derrière l'actuel président Bola Tinubu qui avait obtenu 37 des voix lors du premier tour. Et puis au Cameroun, l'opposant Maurice Kamto s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. L'homme de 71 ans a annoncé dans un communiqué le dépôt de son dossier de candidature pour ce vendredi. La nouvelle est tombée au moment même où le ministre de l'administration territoriale rappelait les interdictions faites par la loi au mouvement pour la renaissance du Cameroun d'investir un candidat. Cette interdiction fait suite au boycott en 2020 des élections législatives et municipales par ce parti. La page des sports, c'est tout de suite. Football, le tournoi de montée en Ligue 1 professionnelle démarre demain à Bamako. Les rencontres de la poule A donneront le ton à cette compétition. Football féminin, le championnat national prendra fin dimanche à travers la 6e journée de la phase Caredas. L'équipe championne du Mali sera connue à l'issue du match AS Mandé USFAS prévu au stade Mamadou Konaté. CAN féminine Maroc 2025, le Mali affronte ce soir le Maroc en quart de finale. Cette rencontre se jouera au stade olympique de Rabat. Coup d'envoi 19h temps universel. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tchenou.
CAN féminine Maroc 2025, le Maroc affrontera le Mali en quart de finale. Cette rencontre se jouera au stade olympique de Rabat. Le Mali, troisième du groupe C, en quête d'une première qualification en demi-finale depuis le passage à 12 équipes. Eh bien, nos envoyés spéciaux, Assa Soumaré et Omar Katraoui, nous parlent de cette affiche. Le Mali, malgré un parcours mitigé, lors de la phase de groupe, a réussi à décrocher un ticket pour les quarts de finale de la CAN féminine Maroc 2024. Les Aigles dames se sont qualifiées parmi les meilleurs troisièmes en terminant surtout sur une lourde défaite 4-0 contre l'Afrique du Sud. Mohamed Saloum Houssen, sélectionneur des Aigles dames du Mali. La phase du poule est terminée et nous entamons maintenant la phase d'élimination directe. Il n'y a pas de calcul. Vous jouez, vous passez, vous faites la défaite, vous rentrez à la maison. Nous sommes conscients de cela. Toutefois, la qualification de la sélection nationale féminine du Mali pour les quarts témoigne de sa résilience dans ces deux premières rencontres du groupe C. L'équipe est déterminée à renverser la vapeur. Le match contre le Maroc sera une véritable occasion de se racheter. Mohamed Saloum Houssen, sélectionneur des Aigles dames du Mali. Cette défaite n'aura rien sur notre conscience. Maintenant, quant à l'équipe du Maroc, c'est une équipe joueuse, on connaît cette équipe. C'est un match du quart de finale, ça va se jouer sur des détails. Je pense que vous allez voir une autre image de l'équipe malienne. Aïssata Traoré, c'est nous, attaquante des Aigles dames. L'adversaire, c'est nous-mêmes. C'est les limites que nous allons nous poser nous-mêmes qui feront que ça pourra basculer de notre côté ou bien de leur côté. Mais nous, de notre côté, on a beaucoup plus d'envie. On est motivé, on a envie de se racheter par rapport au résultat du dernier match. De son côté, le Maroc, en tant que pays hôte, a fini premier de son groupe avec 7 points. Les Lions de l'Atlas s'affirment comme l'une des favorites de la compétition. Soutenus par un public passionné qui les encourage à chaque instant. Leur jeu, basé sur une forte cohésion d'équipe et des talents individuels, leur donne un avantage indéniable en cette phase éliminatoire. Mais l'équipe malienne ne compte pas se présenter en victime expiatoire. Mohamed Saloum Houssen, sélectionneur des Aigles dames du Mali. Nous savons bien que c'est une équipe joueuse qui ne lâche rien, qui croit en elle, sauront comment pouvoir les contrer, vu leurs forces et également sur leurs faiblesses. Marocaines et Maliennes se connaissent bien pour avoir disputé beaucoup de matchs amicaux où les Marocaines ont souvent eu le dernier mot. Aïssata Traoré, c'est nous, attaquante des Aigles dames. L'équipe adverse, on la connaît, elles nous connaissent aussi, donc on ne va pas trop travailler sur elle. Le Maroc part donc avec une confiance accumulée grâce à ces rencontres, mais le Mali ne sera pas à sous-estimer. Les Aigles dames sont bien conscientes qu'unité et détermination peuvent parfois surpasser les statistiques. Maroc-Mali, deuxième quart de finale de la CAN féminine 2024, c'est ce vendredi 18 juillet 2025 à Rabat au Maroc. Depuis Rabat, Assa Soumaré et Omar Katraoui pour l'ORTM. Le coup d'envoi est prévu pour 19h. Juste avant cette rencontre, le Nigeria sera face à la Zambie. Coup d'envoi 16h. Toujours en football féminin, le championnat national prendra fin dimanche à l'affaire de la 6e journée, la phase de Caradas. Le champion du Mali sera connu à l'issue du choc AS Mandé Isfas prévu au stade Mamadou Konaté à partir de 16h30. Au classement après la 5e journée, l'Isfas occupe la première place avec 12 points, suivi de l'AS Mandé, deuxième donc avec 10 points. En ce qui concerne le football chez les hommes, le tournoi de montée en Ligue 1 professionnelle démarre à Bamako demain. Les rencontres de la poule A donneront le ton à cette compétition. Au stade Mamadou Konaté donc à 16h, Derby Academy sera face à Eloïdi FC. Entre-temps, au stade voisin Koulibaly, TFC de Tombouctou sera face à ATS de Koro. Le FC Balanzan est exempt pour cette première journée de groupe A. Chronique du développement. Le dollar américain a chuté de près de 11% depuis mi-janvier 2025, une première depuis 52 ans, car le cours de cette monnaie n'avait plus connu une telle déroute. Mais cette situation est loin d'être fortuite, car voulue par l'actuelle administration américaine pour relancer son économie. Quelles sont les causes de cette baisse du taux de change du dollar US et ses répercussions sur l'économie mondiale?
Élément de réponse dans la chronique du développement du jour, Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Les phénomènes ne s'étaient pas produits depuis 1973. Le dollar américain enregistre sa pire performance avec une chute de 10,7% durant le premier semestre de l'année et reste confronté à divers obstacles en ce début du second semestre. Alors, quelles sont les causes de cette déroute du billet vert? Écoutons les explications du Dr Madou Cissé, économiste. La première cause de la chute du dollar, c'est l'incertitude dans laquelle les États-Unis sont plongés présentement avec l'arrivée du clan MAGA au pouvoir, à savoir Make America Great Again. Les incertitudes du président américain à travers les taxes font que les investisseurs n'ont plus la même envie de placer leur épargne aux États-Unis, ce qui fait que l'offre de dollars étant supérieure à la demande, du coup, il va y avoir d'abord une première dépréciation de cette monnaie parce que les places financières donnent des signaux négatifs par rapport au dollar. Mais il y a un autre aspect qui est en filigrane, c'est que Donald Trump cherche aussi la dépréciation du dollar pour relancer son économie. Donc, avec un dollar fort, les exportations américaines piétinent. Et en ce moment, il faut tout faire pour faire baisser le taux de change du dollar. Cette chute du dollar US pourrait avoir d'importantes répercussions sur les investissements et le commerce international. Mais pour les États-Unis, dont le poids sur ces deux secteurs est estimé à 21%, ils ont tout à gagner. Les conséquences de la chute du dollar, ce sont des conséquences voulues par l'actuelle administration. C'est pour relancer les exportations. Maintenant, un dollar faible, c'est ça leur objectif. En termes d'échange, ça va booster leurs exportations. Donc, du coup, faire baisser leurs importations et donc soigner davantage leur balance commerciale. Ça, c'est du point de vue économique pour les États-Unis. Maintenant, au plan international, un dollar faible signifie que les rendements des placements qui seront faits en dollars seront faibles. Donc, du coup, cela va pousser les investisseurs stratégiques ou encore institutionnels de rapatrier leurs fonds vers d'autres horizons. Mais attention, comme on le dit, le diable niche dans les détails. Les investisseurs tiennent compte dans un premier temps de la rentabilité, ce qui est normal, mais aussi ils tiennent compte de la prime de risque, le risque encouru par des placements qui peuvent se faire ailleurs. Mais les États-Unis demeurent toujours une superpuissance qui est plus sûre que presque n'importe quel pays du monde. Donc, à la fin, l'impact de la monnaie restera tel quel et ça n'impactera pas significativement le fonctionnement de l'activité mondiale. Mais ça fera beaucoup de bien pour les États-Unis dans le long terme. La bonne nouvelle est que cette déroute du dollar US n'aura pas de répercussions sur notre monnaie, le franc CFA. Au contraire, elle demeure une opportunité pour les pays en développement qui doivent la saisir pour anticiper le remboursement de leurs dettes en cette période précise. Dr Madou Cissé. Pour ce qui concerne les répercussions sur nos économies, ça veut dire simplement que tous les biens qui seront achetés aux États-Unis vont être moins chers. Et donc, ça permettra aux importateurs des pays de l'UEMOA de se diriger davantage vers les États-Unis. Si toute chose égale par ailleurs, en tenant compte des distances et autres, ça leur permet de gagner des marges, mais j'en doute très fort que juste la dépréciation soit capable d'annihiler toutes les marges qu'ils peuvent avoir sur d'autres pays tels que la Chine. Et la Chine qui a des coûts de production les plus bas au monde, donc une simple dépréciation du dollar ne sera pas peut-être capable de créer tout ce gap nécessaire. Mais maintenant, il y a un autre aspect qui est important pour nos économies, si on peut anticiper, c'est-à-dire un dollar très faible signifie que les dettes deviennent très faible aussi. Ça veut dire que comme nous payons nos dettes en dollars, c'est les dettes qui sont libellées bien sûr en dollars, donc ça signifiera que quelque part, c'est le bon moment de payer ces dettes. Plus le dollar dégringole, plus les dettes deviennent de plus en plus moins chères en termes de remboursement, surtout si elles sont libellées en dollars. Et c'est qui est le cas des pays africains. À en croire le spécialiste, cette tendance devrait se poursuivre, notamment dans un contexte d'incertitude entourant les droits de douane. Et c'est là tout l'objectif recherché par l'actuelle administration américaine. Merci Soumaïla Berté, c'est la fin de ce journal. Présentation Kodi Sibi, mise en onde Alou Koulibaly, mise en ligne Mohamed Koulibaly. Merci au rédacteur en chef Brahma Traoré qui m'a aidé à le préparer.
Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.